Un jour et l'autre, Paris s'accaba. Le Vieux-Nice, centre historique de la ville de Nice, se distingue de l'agglomération actuelle. Il occupe un triangle bien délimité, à l'est par la colline du château, au sud par la mer, à l'ouest et au nord par le Paillon, torrent fougueux. Avant sa couverture, il était le domaine des Bugadières qui s'en servaient comme lavoir. Nice, ville romaine ou grecque? D'une part, les Grecs, déjà installés à Marseille, ont fondé, environ 3 siècles avant Jésus-Christ, Nicaïa. Ils se seraient installés sur les hauteurs du château et à l'arrière du cours Sélaya. Et d'autre part, un siècle avant Jésus-Christ, les Romains fondent Séménélum, Cimier, sur une colline à l'intérieur des terres, et devint la capitale de la province des Alpes-Maritimes. Séménélum fut construit sur le trajet de la voie romaine, la voie Augusta, assez proche de celle de l'autoroute actuelle. Cette curieuse cohabitation entre Grecs et Romains et la fin de l'Empire romain au IIIe siècle après Jésus-Christ entraînèrent le dépeuplement de Séménélum, tandis que le château, proche de la mer, s'avérait être un poste de défense. Jusqu'au XIIIe siècle, la ville haute, le château, regroupait toute la population de Nice, fonctions religieuses, politiques, hôtel de ville, population qui commença à descendre vers la ville basse. Au XVIe et XVIIe siècle, le château devint un des plus vastes ensembles fortifiés d'Europe. Cette forteresse ne demandait qu'à être attaquée, et elle le fut. Au XVIe siècle, par François Ier et le Turc Barberousse, aussi illustra Catherine Ségurane. Légende ou réalité? Et 2 fois par Louis XIV au XVIIIe siècle, qui juge bon d'en raser les fortifications. La colline est désertée et il ne reste qu'un cimetière. Mais Nice survécut à ces 2 sièges. Il aura fallu 700 ans pour que le château soit construit, 54 jours pour qu'il soit détruit par Louis XIV et 4 jours pour le reconstituer. Au XIIIe siècle, Nice dépend du royaume germano-romain. Le royaume de France s'arrête à la rive droite du Rhône. En 1388, XIVe siècle, Nice et les territoires voisins se donnent à la Maison de Savoie par un acte de dédition, c'est-à-dire acte de soumission, de fidélité. Chacun garde sa langue, Nice le nissarte, branche de l'occitan, la Savoie le français et le Piémont le piémontais, avec l'italien uniquement pour les actes administratifs. La capitale passe de Chambéry à Turin et les ducs de Savoie deviennent rois de Sardaigne au XVIIIe siècle. En 1840, la Provence devient française, sauf le comté de Nice qui dépendait de la Savoie, ce qui explique les attaques de Louis XIV désireux de récupérer le comté de Nice. Nice est le seul débouché maritime de l'État alpin très gourmand, qui s'étend à la fois sur la Savoie et le Piémont. Les ducs de Savoie protègent les Juifs de Nice, qui, grâce à leur réseau entretenu autour de la Méditerranée, permet
un commerce actif et efficace. Les ducs de Savoie les contraint à résider dans un ghetto, rue Benoît Bunico, derrière le palais Lascaris. Deux siècles plus tard, le roi Emmanuel II supprime le signe distinctif des Juifs, le chapeau jaune, et redonne la liberté à cette communauté qui établit son cimetière au château. Nice est partie intégrante du royaume de Sardaigne. En échange de l'aide apportée par Napoléon III à la réalisation de l'unité italienne, le royaume de Piémont-Sardaigne propose de céder la Savoie et Nice à Napoléon III. Ce rattachement devient effectif après le plébiscite d'avril 1860. Le oui l'emporte à 86% des inscrits et non de la population. Des irrégularités sont relevées. Garibaldi, favorable à l'unité italienne, s'est opposé au rattachement de Nice à la France. La longue histoire avec la maison de Savoie, commencée en 1388, se termine en juin 1860. Habitants de l'arrondissement de Nice, vos vœux sont accomplis. Muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'Empereur, je viens de signer avec le commissaire extraordinaire de Sa Majesté le roi de Sardaigne l'acte qui constate la remise du territoire niçois et sa réunion à la France. À dater de ce jour, vous êtes français par la nationalité comme vous l'étiez déjà par tous vos sentiments. C'est donc au nom de l'empereur que je vous reçois dans la grande famille qui est heureuse et fière de vous ouvrir ses rangs. Confondus avec les nôtres, vos intérêts seront désormais l'objet de la constante sollicitude du souverain qui a porté si haut la gloire et la prospérité de la France. Vive l'empereur, vive l'impératrice. Le drapeau français flotte sur le palais royal, place Pierre-Gauthier, anciennement résidence des rois de Piémont-Sardaigne, puis préfecture et actuellement résidence du préfet. À partir de 1860, on assiste à une véritable explosion démographique qui franchit le Paillon. Urbanisation de la vallée du Paillon, de la vallée du Var et des collines. Les belles plaines agricoles et ses jardins d'agrumes autour du Vieux-Nice vont disparaître. Le Vieux-Nice n'est pas que celui des écrivains et des peintres y ont habité Nietzsche, Tchekhov, Matisse, Aragon et Elsa Triolet, Chagall, Apollinaire, Berlioz, Tobias Smollett, Paganini et Raoul Dufy qui a épousé une fille du Vieux-Nice. Ce quartier historique s'étend du Pré-aux-Oies à la place Garibaldi. Le Pré-aux-Oies, c'est un espace marécageux correspondant à l'embouchure du Paillon et qui a été aménagé pour devenir le quartier Saint-François de Paul. La place Garibaldi du XVIIIe siècle, du nom du Niçois, héros de l'unité italienne. Place bordée d'immeubles dont les façades jaunes rappellent celles de Turin. Avant 1860, c'était un lieu d'affirmation du pouvoir, avec sa chapelle du Saint-Sépulcre, qui était également le Sénat.
Cette place est liée au port et au Vieux-Nice. Au XVIIIe siècle, elle reliait le comté de Nice à la capitale des États de Savoie, Turin. C'était un enjeu militaire et économique. Cette ville basse est traversée par la rue droite, qui d'ailleurs n'est pas droite, autrefois nommée Dreccia en niçois, et qui signifie direct. Une des plus anciennes ruelles de la ville qui était le lien direct entre le port situé sur la rive des Ponchettes et la place Garibaldi. On peut rentrer, entre autres, dans le Vieux-Nice par la rue Alexandre-Marie, rue qui garde ses pavés du Moyen-Âge. Cette enseigne, représentant Saint François de Paule, permettait d'identifier le nom de l'îlot de Saint François de Paule. Jadis, la vieille ville était divisée en une centaine d'îlots qui ont été supprimés à la Révolution. C'est sur le cours Saleya, centre de la vie culturelle, politique et mondaine, que fut créé au XIXe siècle le carnaval de Nice. Avant d'émigrer avenue Jean Messin et place Masséna. Du mardi au dimanche, marché aux fleurs. Le lundi, marché aux puces. Mais pourquoi le nom de cours Saleya ? Nice a toujours été un centre important de la route du sel, sel déposé sur les galets du port de Nice et envoyé au Piémont. Il servait également à saler le poisson, et l'espace entre la ville et la mer, appelé le cours Salé, a donné le cours Saleya. Dans cet ancien village du Moyen-Âge, toutes les pierres parlent. Encadrement en pierre noire et blanche, influence de la gêne médiévale. Les linteaux en pierre de toutes les portes racontent une histoire. Sur toutes, le signe IHS, qui signifie Jésus sauve les hommes. Où mon espoir est en Dieu, où l'eau du puits n'est jamais trouble. Mais le Vieux-Nice possède encore quelques caractéristiques. Au XVIIe siècle, Nice accueille un mouvement artistique, l'art baroque, qui cherche à susciter une émotion. Cet art baroque, né en Italie au XVIe siècle, s'étend dans tous les pays catholiques d'Europe. La France, fidèle à son classicisme, le refuse. Tout le comté de Nice à Menton, dans l'arrière-pays et la maison de Savoie subissent l'influence baroque, c'est-à-dire la contre-réforme, qui lutte contre l'arrivée depuis le XIVe siècle de l'Église réformée, le protestantisme. Le baroque se manifeste par des décorations exubérantes, cernées par des angelots, des surcharges décoratives, l'or et les couleurs chaudes prédominent. À travers la vingtaine d'églises du Vieux-Nice, seule l'église du Jésus, construite par les jésuites, est l'exemple de cette architecture de lumière, soulignant la rupture avec le passé et affirmant le triomphe de la foi catholique. En rentrant dans l'église Jésus ou paroissiale Saint-Jacques, on découvre une vaste nef de plan rectangulaire
destiné aux cérémonies de la Contre-Réforme. La richesse s'accroît en montant à hauteur avec plus de 160 angelots. Les touristes, les locaux rentraient, visitaient et ressortaient sans faire de rencontre. Pour remédier à cela a été créé le Bethel, un jardin-bar convivial et accueillant, montrant que l'église est un lieu d'échange, de découverte et d'enrichissement. Dans le Vieux-Nice, le baroque influence chapelle, église, cathédrale et basilique. Une chapelle est un édifice religieux dédié à un saint. Une église plus grande a plusieurs chapelles. Une cathédrale est l'église principale du diocèse choisie par l'évêque pour célébrer la messe. Il a son trône, la cathèdre, d'où le nom de cathédrale. Une basilique non attribuée par le pape sous condition. Tout d'abord lieu de pèlerinage, la basilique de Lourdes. Puis nécropole des rois, basilique Saint-Denis. Ou nécropole de Saints, basilique Saint-Pierre de Rome, où il y a le tombeau du premier pape Pierre. Ou possédant des reliques. C'est le cas de la cathédrale Sainte-Réparate, qui est également basilique. Elle possède les reliques de Saint-Victor et les tombeaux d'évêques. Par contre, le pape a décerné le titre honorifique de basilique mineure à l'église Notre-Dame, avenue Jean Messin, pour ses liens particuliers avec le pape. Sa façade est la réplique de Notre-Dame de Paris. Comme tout évêché, la ville possède sa propre cathédrale, qui au XIIIe siècle se trouvait sur la colline du château et portait le nom de Sainte-Marie du Château. Suite à l'augmentation de la population, les autorités épiscopales doivent quitter le château. Aujourd'hui, la cathédrale de Nice est Sainte-Réparate, à 20 mètres du diocèse. Le haut campanile de pierre blanche, austère, contraste avec les couleurs chaudes de la cathédrale, dominée par la superbe coupole en tuiles vernissées. Sur la façade trône la statue de Sainte Réparate, la patronne de Nice. L'intérieur, de pur style baroque, compte 10 chapelles qui, jusqu'au XVIIe siècle, appartenaient à des particuliers et corporations qui se chargeaient de les entretenir. Sainte Réparate, chrétienne de Palestine, fut victime de supplices. Elle a survécu au bûcher, à la poix en fusion et mourut décapitée. Son corps, jeté dans une barque, serait arrivé sur une plage de Nice, guidé, selon la légende, par des anges, d'où le nom de Baie des Anges. Face à cette légende,
Une explication plus rationnelle de la dénomination baie des anges serait liée au poisson paye-ange, poisson ange en grand nombre dans la rade de Nice que les pêcheurs ramenaient dans leurs filets. L'église Sainte-Rita des causes perdues et désespérées. Elle est dotée d'une façade inachevée qui ne se distingue que par un léger recul. L'intérieur de la chapelle, en pleine floraison du baroque, est d'un luxe et d'une richesse inouïe. La nef est couronnée d'une coupole très lumineuse. Au centre de la chapelle, la statue de Sainte Rita vénérée par les fidèles. Rita vécut de 1380 à 1457. Mariée par obligation familiale, elle vécut 18 ans de bonheur avec un homme rude. Traîtrement assassinée, et 2 ans plus tard, elle perd ses 2 enfants. Entrée en monastère, elle accueille ceux qui viennent demander son aide et sa prière. Mourante, Rita demande à sa cousine d'aller cueillir une rose. Sa parente trouve une rose en plein hiver. Épisode qui est à l'origine de l'image de Rita qui répand des roses, symbole des grâces qu'elle obtient pour ceux qui font confiance à la prière. En mai, fête de la Sainte Rita, il y a une distribution de roses à l'entrée de l'église. Nice ne brille pas seulement du cours Celaya et de ses églises baroques, mais de ses traditions souvent très anciennes. La confrérie des pénitents date du Moyen Âge, et au XVIe siècle, ce mouvement s'est élevé comme un rempart à la réforme protestante. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les pénitents participent à la magnificence du courant artistique baroque dans le comté de Nice. Les pénitents sont une association de laïcs charitables dont la vocation est double. Manifestation publique de la foi chrétienne et la présence aux côtés des plus démunis. Ce mouvement est sous l'autorité ecclésiastique de l'évêque de Nice. Ils n'ont pas le droit de célébrer la messe et une seule confrérie par paroisse. Ils assistent à la messe derrière l'autel, face au prêtre qui tourne le dos aux fidèles. La confrérie est également sous l'autorité de la ville pour exercer des œuvres de bienfaisance. Nice compte 4 confréries. Les Blancs, les plus anciens, 1306, sont à la chapelle Sainte-Croix. Ici, le linteau de la porte latérale de la chapelle des pénitents blancs. Ils aident les malades et ont même fondé un petit hôpital rue Zani. Les pénitents noirs, 1329, assistent les mourants. Ils sont à la chapelle de la Miséricorde, cours Celaya. Cette chapelle est considérée comme étant l'une des plus belles chapelles baroques. La présence de fenêtres au premier étage montre qu'elle intègre un couvent. Une des œuvres magistrales de la sacristie, la Vierge de Miséricorde de Louis Bréhat, couronnée, et à sa droite,
la seule vue de Nice la plus ancienne connue, 1515. Les pénitents rouges protègent les orphelins. Ces pénitents sont regroupés à la chapelle du Saint-Suaire et de la Très Sainte Trinité à l'extrémité du cours Sénaïa. C'est la chapelle la plus petite et la plus simple des pénitents du Vieux-Nice. La messe y est célébrée dimanche et jour de fête en latin. Le Saint-Suaire, ramené de la croisade, reste à Nice jusqu'en 1540 avant d'être emporté à Turin. Ce tableau représente le Saint-Suaire sur 2 niveaux. La mise au tombeau sur la partie basse et sur la partie haute, il montre la relique religieuse à des fidèles. La chapelle communique avec le sénat voisin, ainsi les sénateurs pouvaient assister à la messe du matin. La chapelle du Saint-Sépulcre est celle des pénitents bleus, un lieu à la fois religieux mais aussi politique. Quand le roi de Sardaigne venait à Nice, il recevait du balcon tout Nice sur la place royale créée à la fin du XVIIIe siècle, la place Garibaldi. On a établi une chapelle au premier étage du Saint-Sépulcre car on avait besoin d'un édifice monumental dans l'axe d'arrivée de la route de Turin. On rentre dans la chapelle par une porte d'immeuble en rez-de-chaussée, et le plan de la chapelle est en largeur et non en longueur, car il fallait utiliser une surface très exiguë. Dans cette chapelle, un banc, qui à l'origine était celui des consuls de la ville de Nice, l'équivalent du conseil municipal, et sur ce banc, comme sur le balcon, on trouve la couronne de Savoie et l'aigle de Nice, qui n'ont rien à faire normalement dans une église. À travers les vitres de la chapelle, les pénitents bleus n'ont voulu voir qu'une seule route, celle de Turin et du royaume de Sardaigne. Ils ont très mal vécu le rattachement en 1860 de Nice à la France. Fondée au XVe siècle, la confrérie, qui compte une quinzaine de pénitents, accompagne les orphelines. Les statuts définissent clairement la couleur de la capa et du cordon que chaque postulant doit revêtir à son entrée en confrérie. Noir pour la confrérie de la Miséricorde, rouge pour la confrérie du Saint-Suaire, blanc pour la confrérie de Sainte-Croix, bleu pour la confrérie du Saint-Sépulcre, et gris, la plus ancienne, regroupée à l'église du Jésus. Les pénitents sont habillés d'un vêtement en 3 parties. Une aube, appelée capa ou sac, fermée à la taille par une corde. La capa est le symbole d'égalité et intermédiaire entre laïcs et religieux. La corde est le symbole d'obéissance à Dieu. La cagoule, symbole d'humilité devant Dieu. Cagoule qui a tendance actuellement à disparaître.
Les pénitents exercent des œuvres de charité. Les pénitents blancs s'occupaient des malades. Les noirs accompagnaient les morts et s'occupaient du mont-de-piété. Les bleus préconisent la pauvreté et la simplicité des fidèles. Les rouges aident les orphelins. Et avec l'avènement de l'idéal républicain au XVIIe siècle, l'État s'est peu à peu substitué à la charité des confréries. Leur histoire se confond avec celle de la ville de Nice. Nice n'était pas le lieu idéal de résidence estivale. Cependant, Nice savait lutter contre les chaleurs accablantes. Ce quartier dispose d'une climatisation naturelle. Une loi de physique énonce que lorsque deux lieux proches ont des températures très différentes, un courant d'air se déplace de la partie la plus fraîche à la partie la plus chaude. En été, les toits sont surchauffés par le soleil. En revanche, plus bas, au niveau du sol, les ruelles étroites sont plus fraîches. L'air est aspiré vers le haut et le linge pendu aux fenêtres sèche rapidement. C'est le cas dans toutes les vieilles villes disposant de ruelles étroites. Mais dans le Vieux-Nice, ce phénomène est accentué par des particularités architecturales. L'éclairroir, ouvertures placées au-dessus des portes des maisons niçoises, ne sont pas seulement des éléments de décoration. Associés aux volets à la niçoise, ils participent à rendre supportable l'atmosphère lors des canicules. Ces volets dotés d'un clapet entrebâillé vers la ruelle arrêtent le soleil mais laissent passer l'air, constituant, avec l'éclairroir, un appel d'air s'engouffrant dans le corridor, les pièces d'habitation et remonte par les cours intérieures de l'immeuble. On peut améliorer ce phénomène en arrosant devant la maison. Par contre, en hiver, c'est un autre problème.